GLQ 1100, Géologie générale, cours 3, les roches ignées, module 4, classification des roches ignées. Il existe plusieurs classifications pour les roches ignées. On va en regarder deux ensemble. Allons dans les notes de cours. Cette première classification a le mérite d'être très pédagogique. On va la regarder de haut en bas. La première ligne ici, regardez des noms qu'on a déjà vus dans le premier module, les roches felsiques, celles qui contiennent plus de 65% de SiO2. On avait vu les roches mafiques aussi, celles qui contiennent entre 45 et 52% de SiO2 dans leur composition. Ceci sous-entend qu'il y a des roches intermédiaires qui comblent l'écart entre les roches felsiques et les roches mafiques. Et on pourrait avoir des roches encore plus mafiques là, que dans la fourchette là, 45 à 52, les roches ultramafiques. Maintenant, sur les deux lignes suivantes, ce sont des exemples de roches intrusives, la ligne 2, et de roches extrusives, la ligne 3, pour ces différentes divisions-là qu'on vient de nommer. Donc, deux roches felsiques bien connues, la syénite et le granite. Leur équivalent volcanique, c'est la rhyolite. Quant aux roches mafiques, la variété intrusive qu'on nomme ici, c'est le gabbro. Le gabbro, je vous rappelle, c'est la roche principale qu'on trouve au Mont-Royal. Et son équivalent volcanique, le basalte. Maintenant, on regarde en bas du graphique, la première ligne, on parle de la couleur. Deux mots qui étaient dans le premier module aussi. On avait dit que les roches felsiques étaient plutôt leucocrates. Donc, leucocrate, au petit rappel, ça veut dire dominé par des minéraux de couleur pâle. Leuco, c'est pas blanc. Bon. Et on regarde la composition minérale qui correspond aux roches felsiques. Feldspath, plagioclase et quartz. Des minéraux qui sont communément de teinte claire, et c'est la plus grande proportion. Donc, ces roches-là sont nécessairement leucocrates vu les minéraux de teinte claire qu'elles contiennent. On avait dit que les roches mafiques étaient plutôt mélanocrates. Eh bien, c'est formé de pyroxène, un minéral qui est souvent de couleur noire ou vert très foncé. L'olivine, c'est vert ou noir, même chose là. Il y a simplement le feldspath qui pourrait être éventuellement de teinte claire, mais on voit que c'est dominé, en fibole aussi, c'est communément de couleur noire ou très foncée. Donc, dominé par des minéraux noirs, ça les rend mélanocrates. L'item température ici, plus chaud à droite et moins chaud à gauche. Eh bien, on avait invoqué ça quand on avait regardé le diagramme des suites réactionnelles de Bowen, vous savez, le triangle avec la série continue et la série discontinue. Eh bien, les revoilà, les mêmes noms. La série discontinue, c'était l'olivine, les pyroxènes, les amphiboles, puis les micas. Et la série continue, eh bien, c'était les feldspath avec un pôle calcique, l'anorthite, qui va évoluer progressivement vers un pôle sodique, l'albite. Eh bien, on revoit ces minéraux qui sont dominants dans la composition des roches. Et on a également le quartz et l'orthose. Donc, tous les minéraux qui sont ici, là, ce sont les minéraux qui forment la plus grande proportion des roches ignées. Ils sont présentement au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sont au nombre de 7. Eh bien, il y en a en tout une dizaine qui sont vraiment les minéraux cardinaux qu'on appelle quand on classifie des roches. On va en reparler dans la prochaine classification d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il reste à dire sur ce graphique-ci? Le CO2 décroissant croissant vers la gauche, on avait déjà parlé de ça. Alors, ça prend un magma qui est de plus en plus riche en SiO2 pour se rendre jusqu'à la case ici des roches felsiques, là, où ça commande qu'il y ait plus que 65% de SiO2 dans la composition pour développer cette composition minérale. Et la ligne suivante, c'est la densité.
Eh bien, ça ici, regardez, quand on est dans les roches felsiques, les feldspaths, la densité, c'est autour de 2,6. Donc ici, c'est 2,6. Le quartz, c'est 2,65. Encore un feldspath 2,6. Donc, ici, ce sont des matériaux, des roches dont la densité est autour de 2,6. Quand on est à l'autre extrémité du graphique, olivine et pyroxène, c'est plutôt des minéraux dont la densité est légèrement supérieure à 3. Donc, densité de 3 ici. Et plus on s'en va vers la gauche, plus la densité va décroître parce qu'on va structurer des minéraux dont la densité est moindre. Et là, les deux dernières lignes ici, là, la croûte continentale, eh bien la croûte continentale, c'est formée principalement de roches qui ont une composition proche du granit, là, donc beaucoup de roches felsiques sur les continents. Et les roches ultramorphiques, on retrouve ça juste dans les fonds océaniques, hein, c'est la croûte océanique qu'on appelle, là. Bon, eh bien, ça reflète ça. Et comme ces matériaux sont de moindre densité, comme tout ça flotte, eh bien, on peut en empiler plus, là. Autrement dit, la ligne de flottaison des roches continentales est plus élevée que celle des fonds océaniques. Donc ici, on a des terres plus basses qui sont communément submergées par les océans. Et là où il y a des continents, eh bien, ce sont les terres émergées qui dépassent des continents. Voilà pour cette première classification-là. Maintenant, passons à la classification principale qui est vraiment utilisée par les géologues, la Commission géologique du Canada et le ministère des Ressources naturelles du Québec pour identifier les roches ignées. On appelle ça la classification de Stockhausen. C'est une classification triangulaire. On va commencer avec le triangle à droite ici. Il y a deux triangles attachés ensemble. On va juste regarder celui du haut, dont les pôles sont le quartz, les feldspaths alcalins et les feldspaths plagioclases. Donc ici, il s'agit de choisir les trois minéraux dominants dans la roche. On vient de voir dans le diagramme précédent que ces minéraux-là pouvaient être l'olivine, les pyroxènes, les feldspaths plagioclases, les feldspaths alcalins, le quartz, là, c'est parmi les 5 principaux. Donc, on choisit les trois plus importants et ça représente les pôles d'un triangle. Et là, bien, commençons avec le quartz. Si la roche contient 100% de quartz, eh bien, le point qui représente cette composition-là est exactement au sommet ici, là. Le 0 quartz, c'est la ligne que voici. Même chose pour les feldspaths plagioclases. La ligne du 0, c'est la base. Ici, le côté opposé au sommet. Et le sommet ici, c'est 100% de feldspaths plagioclases. Et les feldspaths alcalins. Et là, ben, quand on veut nommer une roche à l'aide de cette technique-là, le diagramme triangulaire de Stockhausen, il faut connaître les proportions exactes des trois minéraux cardinaux concernés. Ça permet de placer le point à la bonne place dans la grille que voici. Et on comprend que si cette grille-là était superposée au découpage ici en cellules, eh bien, ça dirait exactement « je suis dans le champ du granit ». Ma roche s'appelle un granit, par exemple. Et donc ici, c'est le même espace triangulaire qui a été divisé en cellules. Et les cellules portent des noms. Ce sont les noms des roches là, quand la composition tombe dans ces différentes cellules qu'on voit ici. Là. Pour qu'on comprenne bien le mécanisme, on va faire un exemple d'utilisation. On va aller sur la page suivante. Juste avant que j'oublie, je l'avais déjà partiellement dit, comme les diagrammes de Stockhausen n'utilisent que 3 des minéraux cardinaux et qu'il y en a une bonne douzaine, eh bien, il existe d'autres triangles qui ne sont pas représentés dans mes notes de cours pour ces compositions différentes-là. Et si on parle des roches du Mont-Royal, par exemple, là, qui sont des roches mafiques, même ultramorphiques pour certaines montérégiennes, il n'y a pas de quartz dans ces roches-là. C'est donc le diagramme que voici n'est pas approprié pour, par exemple, les roches qu'on trouve au Mont-Royal. Et là, ben, il faudrait remplacer ce graphique-là ici par, mettons,
Un qui est représenté dans la référence que je vais vous présenter tantôt, là. Ici, on met l'olivine. Ici, on laisse les feldspaths plagioclase. Ici, on remplace les feldspaths alcalins par les pyroxènes. On regarde quelle est la proportion de pyroxène, olivine et plagioclase. Ça permet de mettre le point à la bonne place. Et il existe un graphique triangulaire pour cette situation-là, avec des champs qui nomment les espaces, les cellules à l'intérieur, là, avec des noms de roches mafiques à ce coup-ci. Et là, si vous avez une notion de géologie, dans la 3e édition, c'est la page 109 qu'on trouve ce diagramme-là. Et dans la 4e édition, c'était la page 77. Ça fonctionne tout à fait de la même façon. Donc, il suffit d'en regarder un. On a compris comment tous ces diagrammes triangulaires-là fonctionnent. On va faire un exercice d'identification à partir d'une analyse modale d'une roche. L'analyse modale, c'est l'identification des minéraux qui sont réellement présents dans la roche. Ici, on va y aller avec la technique que les géologues utilisent. On a coupé la roche pour en former une lame mince. Et la lame mince est regardée sous un éclairage particulier. C'est un éclairage polarisé. Et en fait, la lame mince est placée entre deux fils polarisants croisés. Et là, bien, on regarde juste la composante dépolarisée de la lumière quand on regarde les minéraux par transparence de cette façon-là. Et ça fait apparaître des effets optiques qui aident beaucoup à l'identification. Si on était en lumière naturelle, on ne verrait pas ça, c'est bien sûr. Et là, bien, avec mon œil de géologue, je vais vous identifier ça rapidement là. Commençons par le carrelage qu'on voit ici, qui attire beaucoup l'attention, qu'on revoit ici. Ce sont les feldspaths alcalins qui ont c'est une marque qui cause cet effet optique-là. Et là, on va estimer la surface que ça représente par rapport au total ici. Là. Regardez, je vous lance un chiffre approximatif. Là, vous pourriez me contester de quelques pourcents. Là. Mettons qu'on arrondit à 25%. Bon, peut-être c'est 20. Bon, mais on prend un chiffre là. 25. La plage centrale ici, qui a des lignes parallèles, cette fois-ci, c'est un feldspath plagioclase. Et c'est la marque polysynthétique. J'avais dit de cette marque-là, c'est la seule qu'on va revoir durant le laboratoire d'enseignement, parce qu'on la voit communément à l'œil nu. Et là, bien, le gros feldspath plagioclase qui est ici, là, mettons que c'est 20% de la surface totale, 20%. Le quartz, quand c'est une photo statique comme ça, c'est un petit peu plus difficile à reconnaître. Mais si on était sous le microscope polarisant et que la lame est en rotation, le quartz s'allume et s'éteint. Et là, on pourrait dire, à l'endroit où est le pointeur, c'est un quartz. À l'endroit où est le pointeur, ici, c'est un quartz. Ici, c'est un autre quartz, là, et etc. Mettons 30% de la lame. On a quelque chose qui est très coloré ici. C'est un mica. Bon, mettons que ça représente 10% de la surface. Et là, il y a tous les endroits trop sombres qu'on n'a pas pu rien dire grand-chose, là. Regardez, ici, ça fait un petit prisme. Hein? C'est sûrement une composition minérale précise, mais qu'on n'arrive pas à identifier. Mais on comprend que c'est pas un minéral qui est très abondant, donc c'est pas grave si on ne peut pas le nommer. Et là, comme il est plutôt opaque, on va dire que c'est un opaque, tout simplement, là. Et ça ne dérangera pas notre identification, comme vous allez voir. Voici le résultat de notre estimation visuelle. Donc, on a dit qu'on avait 30% de quartz, 25% de feldspath alcalin et 20% de feldspath plagioclase. Des feldspathioïdes, on n'a jamais parlé de ça, mais c'est zéro. Hein? On n'en a pas vu, on n'en a pas parlé. Et c'est incompatible chimiquement avec le quartz. Donc, s'il y a du quartz, il ne peut pas y avoir des feldspathioïdes. Donc, ça a une valeur ici. Ça sous-entend que c'est zéro ici. Mica, on en a vu, on a dit que c'était 10%. Et les opaques, là, les inconnus minéraux non identifiables, là, 15%. Bon. Là, la suite, eh bien, quels sont nos minéraux vraiment importants dans cette composition-là? On comprend que c'est les trois premiers.
Et les trois premiers, si on les additionne, 30 plus 25 plus 20, ça donne 75 %. Donc, ces trois premiers minéraux-là représentent 75 % de la roche. On transforme ces pourcentages-là, ces valeurs-là, en pourcents. Donc, 30 divisé par 75 multiplié par 100, ça monte à 40, etc. Le feldspath alcalin va devenir 33 et le plagiclase va monter à 27. On se vérifie pour voir si on est vraiment en pourcent. On additionne ces trois chiffres-là, ça donne vraiment 100%. On a les bonnes valeurs maintenant pour placer un point sur notre graphique triangulaire de Strakeyson. On y va, on va le faire. Je reviens sur le graphique ici. On va travailler sur la grille, bien sûr. Et là, on va aller chercher le crayon jaune ici. Commençons avec le quartz. Quand on est là où le mot quartz est écrit, c'est 100%. En dessous, 90, 80, 70, 60, 40. Ah, 40, c'est ici. On va tracer la ligne 40% de quartz. La voici. Maintenant, les feldspaths alcalins, on avait dit que c'était 33. 100% alcalin, c'est ici. On descend la ligne de 30, 33. Ça tombe comme ça. Hop. Les deux lignes se coupent en ce point-ci. Pour se tester, on va rentrer les plagiclases aussi. Si les valeurs fonctionnent, les trois lignes vont se recouper en un seul point. On avait dit 27. Le 100% est ici. On descend. Voici le 20, voici le 30. 27, c'est à peu près comme ça. Hop. Bon, eh bien, les trois points se recoupent ici. Ce point représente la composition de notre roche. Là, évidemment, si le graphique de gauche avait été déjà superposé à la grille, on aurait déjà notre réponse. Mais ça faisait tellement dense que je les ai intentionnellement placés séparément parce que ça aurait été, on n'aurait rien vu ici. Et on va le transférer à l'œil. Regardez, on est très légèrement à gauche de la ligne de centre à cette hauteur-ci. On reste à la même hauteur. On s'en va juste un petit peu à gauche de la ligne de centre. Voici le point qui est ici que je viens de transférer sur l'espace graphique que voici. Et on voit qu'on tombe dans le champ du granit. Donc, si notre roche est grenue, elle s'appelle un granit. Et si elle est aphanétique, les minéraux sont trop petits pour qu'on les voit à l'œil nu, c'est une roche volcanique. À ce moment-là, elle va s'appeler la rhyolite. Bon, eh bien, c'était un exemple d'utilisation de la classification de Strakeyson. Et ceci complète le module 4 des classifications des roches ignées.